Il a été 2 fois ministre. D'abord ministre des Affaires sociales et de l'intégration. Je pense que ça, ce dernier mot est important. Et puis ministre ensuite de l'équipement, logement, transport. Et il a eu aussi beaucoup de mandats électifs à tous les niveaux, depuis local, maire, conseiller général, on disait encore général, régional, député dans la région Provence-Côte d'Azur. Tous ces mandats jusqu'à septembre 2012 à peu près. Depuis avril 2013, il est le président de l'Observatoire de la laïcité, qui est une institution récente. Donc là, c'est lui qui va le mieux vous en parler, de comment il est composé, comment il fonctionne et tous les sujets dont il se saisit. Et depuis 2014, il est aussi conseiller spécial de Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Donc c'est vous dire que ces jours-ci, il doit être un peu sur la brèche. Voilà. J'ai cru voir aussi que vous avez publié cette année un livre qui s'appelle « Mes années avec Mitterrand ». Alors ça, par contre, je ne l'ai pas là. Bon, voilà. Donc, je lui laisse la parole et après, ce sera à votre tour. Merci beaucoup d'abord de votre invitation, de votre présence, mesdames et messieurs, et de vos paroles d'accueil auxquelles je suis sensible. Comme vous l'avez suggéré, comme vous m'y avez invité, je vais commencer par vous présenter cet observatoire de la laïcité qui est créé, vous le disiez, qui a été mis en place par le président de la République en avril 2013, donc qui est en effet un organisme jeune, un organisme récent. Nous avons à peine 3 ans d'existence. C'est un organisme indépendant. On dit souvent placé auprès du Premier ministre parce que physiquement, nos locaux sont dans les services du Premier ministre à côté du ministère de la Ville et de la Jeunesse. Indépendant et pluripartisan. Nous avons 4 parlementaires avec une parité parfaite, 2 hommes, 2 femmes, 2 majorités, 2 oppositions, 2 Sénats, 2 assemblées. Pour poursuivre sur notre composition, nous sommes au total 23. Il y a 7 représentants des ministères les plus directement concernés par la laïcité. À vrai dire, ils le sont tous plus ou moins, mais l'intérieur, l'éducation nationale, la fonction publique, la justice, etc. Et le reste, donc, en plus des 4 parlementaires et des 7 représentants des ministères, ce sont des personnalités qualifiées, qui sont extrêmement diverses. Et c'est, je crois, pour nous, une chance. Nous n'avons pas les mêmes métiers, les mêmes histoires, pas forcément toujours les mêmes visions de la laïcité, et nous nous enrichissons beaucoup de nos différences. Il y a, par exemple, je ne vais pas énumérer chacun des membres, mais une dame qui a commencé sa vie professionnelle comme éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, et qui est aujourd'hui quelqu'un de connu et d'assez médiatisé, puisqu'elle s'appelle Dounia Bouzar, qu'elle a fondé le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, dont je vous parlerai dans un instant, à titre personnel, mais bien entendu, ça a un intérêt pour nous de connaître son travail. Il y a aussi un philosophe islamologue qui s'appelle Abdenour Bidar, qui est assez connu, qu'on voit souvent intervenir, qui a écrit un très joli petit livre sur la fraternité, après les événements de janvier. Nous avons des juristes de droit privé, de droit public, inspecteur général de l'éducation nationale, une femme mère, un écrivain et poète qui était l'ami d'Aimé Césaire. Vous voyez donc une très très grande diversité. Notre mission première, et le nom le dit, c'est d'observer, c'est-à-dire de dresser un état des lieux aussi rigoureux, objectif que possible sur la situation de la laïcité en France. C'est un sujet qui n'est pas simple parce que nous avons d'un côté une hyper-médiatisation de problèmes, de difficultés, d'incidents, parce que c'est la nature de notre système médiatique de parler des conflits, de ce qui va mal, et d'autre part des remontées de terrain qui sont plutôt rassurantes. Mais on sait aussi qu'entre ce qui remonte du terrain et la réalité, il y a des choses qui ne remontent pas, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Donc nous nous efforçons de tenir compte de cela. Je suis moi-même, comme le rapporteur général Nicolas Cadette, que certains d'entre vous ici connaissent, et comme plusieurs de nos membres, 2 à 3 fois par semaine,
dans des réunions de toute nature, de toutes origines autour de la laïcité. Donc, je pense que nous avons un diagnostic assez éclairé par la réalité de terrain et pas seulement par les remontées publiques et officielles. Nous publions chaque année un rapport annuel, à peu près au mois d'avril, qui est l'anniversaire de notre création. Le dernier a été avec un peu de retard au mois de mai. J'ajoute que tous les documents que nous faisons, dont je vais vous parler brièvement, dont celui-là, sont librement consultables et téléchargeables sur notre site, sur Internet. Quel est notre diagnostic? Notre diagnostic, que nous l'avons fait au début, que nous maintenons après les événements de janvier et je pense après les assassinats du vendredi 13 novembre, et que ce serait une erreur de croire, et donc de dire, que la laïcité est en grand péril, qu'elle est assiégée, qu'elle est en danger, que partout se dressent des forces contre la laïcité, anti-laïque. Ça ne nous paraît pas exact, que ce soit dans les services publics, dans l'éducation nationale, à l'université ou dans les entreprises. Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de conflits qu'hier liés à la laïcité? C'est possible. Nous n'en sommes pas totalement certains, à cause de l'hypermédiatisation, à cause du fait qu'on parle de sujets qui étaient peut-être conflictuels aussi hier, mais dont on ne parlait pas. Un exemple étonnant du point de vue du fonctionnement de notre société, de notre système médiatique, c'est les crèches de la nativité. Conflit, vous avez vu, position de l'association des maires, jugement de tribunal administratif. Moi, avant d'être président de l'Observatoire, et même l'Observatoire, je n'avais jamais entendu parler de conflit sérieux sur cette question-là. Brusquement, la France s'embrasse comme si c'était le sujet le plus grave que nous ayons à traiter. Donc, peut-être y a-t-il plus de conflits. En tout cas, ils sont plus aigus. Nous sommes dans une situation de crispation autour de la laïcité, qu'il vienne de certaines fractions religieuses ou de certaines de fractions de défenseurs intégristes de la laïcité, laïcistes, pourrait-on dire, dans un climat général qui est un climat de tension et de méfiance avant même les attentats. Pour autant, nous constatons que si on connaît le droit, nous sommes dans un état de droit, et la jurisprudence, aussi bien dans l'ordre public, administratif, que dans l'ordre privé, qui est précise et abondante, on a la réponse à beaucoup de questions. Et pour le reste, c'est affaire de bon sens, nous semble-t-il, et de bonnes pratiques. C'est pourquoi nous avons publié 3 guides. Le premier qui est sur la laïcité dans les collectivités locales, qui s'adresse à la fois aux agents des collectivités locales, mais aussi aux élus, et nous l'avions fait avant les dernières municipales, à ceux qui sont candidats, à ceux et celles qui sont candidats. Notre deuxième guide est sur la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée. Nous prenons le mot gestion du fait religieux parce que la laïcité est un principe universel, mais l'obligation de neutralité s'applique aux services publics et pas dans les entreprises privées. Et le troisième pour les structures associatives et socio-éducatives. Et nous avons commencé un travail que nous poursuivrons d'ailleurs demain matin sur les hôpitaux, pour publier donc un 4e guide. Nous avons également publié, à peu près au bout d'un an, une note d'orientation qui est, au bout d'un an de fonctionnement, au fond, nous nous sommes dit quelle est notre charte à nous, qu'est-ce que nous aurions collégialement à dire sur la laïcité. Donc nous rappelons l'histoire, nous rappelons le droit, et nous évoquons les problématiques nouvelles, éventuellement conflictuelles. Pour vous donner une indication de nos derniers travaux, nous sommes saisis obligatoirement, j'aurais dû le dire, par les pouvoirs publics, par le gouvernement, de tout projet de texte, loi ou règlement touchant à la laïcité, ayant un impact sur la laïcité, mais nous pouvons nous autosaisir, et nous le faisons en toute liberté. Et nous nous sommes autosaisis du cas de l'Alsace-Moselle, qui, comme vous le savez, est une exception manifeste au principe général de laïcité, en particulier à l'article 2 de la loi de 1905, qui dit, je cite, « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Par reconnaît, il faut dire qu'il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de culte officiel, c'est-à-dire que la République doit ignorer l'existence des cultes. Et en Alsace-Moselle, parce qu'on est encore sous le régime du Concordat de Napoléon Bonaparte, parce qu'il y a eu des périodes d'occupation allemande, on est encore dans un régime où l'État, la République, paye des curés, des pasteurs et des rabbins. Donc un certain nombre de gens disent, à juste titre d'ailleurs d'un point de vue technique, objectif, que c'est différent, dérogatoire, attentatoire, disent certains, à la laïcité. Nous avons émis un avis
pratiquement à l'unanimité. Beaucoup de nos avis sont à l'unanimité, quelques-uns à une très large majorité, dont celui-là, où il y a eu 3 abstentions, je crois, sur 23, en disant les Alsaciens et les Mosellans sont extraordinairement attachés à ce régime. Et pas seulement à leur singularité historique, avec le sentiment d'avoir été à des moments de l'histoire abandonnés par la France de l'intérieur, comme on dit parfois là-bas, mais le sentiment que, au-delà des caractéristiques qui sont la mutualité, la chasse, les notaires, le régime déculte lui-même. Il y a un sondage qui date d'une dizaine d'années et jugé positivement par 90% des Alsaciens et des Mosellans. Deuxièmement, nous n'avons pas rencontré un élu qui nous dise qu'il fallait abolir ce régime. Donc nous avons, ce qui en plus a été jugé par le Conseil constitutionnel comme étant non contraire à la laïcité en raison de l'histoire. En disant en substance, le Conseil constitutionnel, il y a évidemment une distance entre le statut d'Alsace-Moselle et le statut du reste de la France. Cette distance ne peut pas être accrue. Elle peut éventuellement être réduite par la loi, mais en l'état, elle n'est pas contraire à la Constitution. Voilà, nous avons proposé quelques aménagements, dont l'un qui fait à peu près consensus. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait toujours, par une combinaison du droit français et du droit allemand, le délit de blasphème en Alsace-Moselle, même s'il n'était pas utilisé, sauf une fois il a failli l'être. Et en accord d'ailleurs avec les représentants des cultes, nous avons proposé la suppression du délit de blasphème, ne serait-ce que dans la foulée de l'attentat contre Charlie. Nous allons rendre, d'ici la fin de l'année, un avis là aussi en autosaisine sur la gestion du fait religieux dans les universités. Et je vous l'ai dit, nous travaillons à un guide pour les hôpitaux. Voilà pour l'observatoire. Avant d'en venir à la laïcité, de vous proposer une définition et d'examiner les problèmes qui se posent, je crois qu'il est extrêmement important de resituer les questions religieuses, les questions de croyance, les questions de laïcité dans le contexte. Et je souhaite parler un instant, évidemment, des attentats du 13 novembre, qui n'ont pas à voir, ou peu à voir, ou pas directement à voir avec la laïcité. Que veulent les terroristes? Que veut Daesh? Il est important de savoir que Daesh n'est pas une création aussi récente qu'on peut le croire, que des penseurs ont théorisé Daesh dès 2005, au moment où Al-Qaïda avait encore une certaine influence, et ils l'ont théorisé en disant il faut avoir une vision mondiale, ce qui n'était pas le cas d'Al-Qaïda, dans les pays de culture musulmane, mais aussi s'attaquer à l'Occident, et le maillon faible de l'Occident, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Donc il y a une stratégie délibérée, planifiée, dont les attentats du vendredi 13 novembre ne sont qu'une des illustrations. Vous le savez, d'autres pays avant nous ont été frappés. Que veulent les terroristes? 2 choses. Nous faire peur et nous diviser. Bien sûr qu'ils ont montré qu'on pouvait être touché à une terrasse de café, dans une salle de concert, on a failli l'être à un stade, et donc ça n'est plus comme une attaque contre Charlie Hebdo, un journal, l'hypercachère, en raison bien entendu de la confession juive des personnels et des clients. C'est un attentat, des attentats indifférenciés. Je crois que le peuple de France, dans sa diversité, a fort bien réagi, en disant nous tenons debout. Nous continuons à vivre. Nous continuons à vivre avec prudence, avec un peu la peur, mais nous continuons à vivre dans notre travail, dans les concerts, dans le sport, dans les cafés, dans les restaurants. Et ça, c'est une première réponse très forte que nous avons apportée, nous sommes en train d'apporter à Daesh. La seconde, c'est de nous diviser. L'objectif, il est très clair. Et il faut lire les textes des fondateurs, c'est de provoquer une guerre civile en France. Une guerre civile entre les non-musulmans et les musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser un certain nombre de questions sur l'islam, j'y reviendrai, et l'islam en France. Mais il faut savoir que si nous ne sommes pas capables de rester unis dans la diversité de nos convictions et de nos croyances, y compris avec nos compatriotes de religion ou de culture musulmane, qui, vous en connaissez dans leur immense majorité, pratiquent une religion de manière paisible à l'égard des autres religions, à l'égal des autres religions, et d'une manière en fait respectueuse des principes de la République. Si nous nous séparons, si nous nous divisons, si se multiplient à la fois des actes anti-chrétiens, il y en a, anti-sémites, il y en a, anti-musulmans, il y en a beaucoup, y compris depuis le mois de novembre, alors ils auront gagné. Et c'est quelque chose qui est écrit dans leur texte, qui n'est pas une improvisation, qui est voulu.
Je voulais vous dire cela parce que c'est plus important encore que les questions de laïcité dont nous parlons ce soir. Le deuxième élément de contexte qui est avant ces attentats plus récents, c'est ce phénomène terrible du djihadisme qui touche un nombre non négligeable de jeunes Françaises et Français, de culture musulmane ou pas, de religion musulmane au départ ou pas, il y a 20-30% de convertis, et qui fait qu'ils sont pris dans cette folie terroriste. Et là aussi, il faut comprendre comment cela fonctionne. Et Doudia Bouzard, dont je parlais tout à l'heure, nous a éclairé là-dessus il y a plus de 2 ans, à l'Observatoire, en nous montrant les vidéos d'endoctrinement. Je vous invite à aller voir encore une fois, il y a des choses aussi sur le ministère de l'Intérieur maintenant, mais sur son site, donc le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, CPDSI. Moi je ne parle pas arabe, mais quand vous entendez la voix, elle a l'effet hypnotique. Les images elles-mêmes, Daesh c'est 50% de communication, y compris sur les réseaux sociaux, je vais y venir. Les images apaisantes, des vagues très douces, des messages subliminaux dont vous n'avez pas conscience, mais qui rentrent dans votre cerveau. L'utilisation des jeux vidéo, comme Assassin's Creed. L'utilisation de toutes les théories du complot. Le 11 septembre, ça n'a pas existé. Le 11 septembre, c'est les sionistes. Le 11 septembre, c'est la CIA. Les attentats de janvier, ça n'a pas existé. D'ailleurs, il y avait un rétroviseur il y avait une carte d'identité que. Et là, les attentats, c'est un complot des sionistes ou de la CIA ou des services secrets français ou de qui vous voulez. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Que disent les jeunes sur Facebook ou ailleurs? Comment peut-on, s'ils ont un prénom ou un nom à consonance musulmane, maghrébine, prendre parti, prendre appui sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils souhaitent, par exemple, des jeunes filles qui veulent faire un travail social. Et le travail est méthodique. C'est un travail de secte, d'endoctrinement, d'embrigadement qui s'apparente à une drogue. Ça consiste à couper le jeune homme ou la jeune fille ou la jeune femme de tous ses liens, systématiquement. Les parents, la famille, les amis, l'école, le quartier, le travail. Et à les persuader que le monde dans lequel nous vivons est un monde pourri, dangereux, perverti, et qu'il s'agit de fabriquer le nouveau monde, de régénérer le monde, et de régénérer le monde par la violence. Et la vision des voyants de l'islam vient là-dessus, mais dans une démarche qui est, encore une fois, je le répète, sectaire, d'endoctrinement et d'embrigadement. Autre élément de contexte que je voulais vous soumettre, la laïcité sont des principes extrêmement importants qui s'attachent finalement aux valeurs de la République, qui permettent, comme on le dit souvent, de vivre ensemble. Mais on invoque beaucoup la laïcité à notre fondation assez peu, enfin, normalement, depuis janvier beaucoup plus, et maintenant beaucoup plus aussi. C'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'on s'interroge sur ce qu'est la laïcité, mais il y a des erreurs graves et des perversions ou des dévoiements. Il y en a certains pour qui laïcité veut dire anti-musulman et anti-islam, et pas laïcité. Et donc, c'est une première erreur, volontaire ou pas, selon les cas, mais en même temps, on a tendance, à notre époque, à se raccrocher à la laïcité et à la République, parfois faute de mieux ou faute d'autre chose pour beaucoup de gens. Comme dirait le général de Gaulle, il ne suffit pas de s'agiter sur sa chaise comme un cabri en disant laïcité, laïcité, ou république, république, pour régler les très graves problèmes que connaissent beaucoup de pays, que connaît notre pays. Problème de perte de valeur, perte du sens, perte des repères, perte de l'autorité, affaiblissement des idéologies, société de méfiance généralisée, de défiance. Il y a un sondage terrible qui est paru il y a presque 1 an, qui demandait, au-delà des questions, indépendamment des questions religieuses, est-ce qu'on peut, en général, faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? 77% des personnes interrogées répondent non. Comme en plus, on est dans un climat de tension, avec des problèmes sociaux graves, de chômage de masse, de manque d'espoir pour les jeunes, d'inégalité, de problèmes de pouvoir d'achat, de ségrégation, de discrimination, tous ces problèmes sociaux pèsent très lourdement sur la crédibilité d'une parole qui parle d'égalité, qui parle de fraternité.
Et donc, il faut avoir conscience qu'on ne pourra efficacement défendre, promouvoir, faire valoir la laïcité que si l'on progresse dans la résolution de ces très difficiles problèmes sociaux. Si c'était facile à régler, ça aurait été fait. Et Jaurès a une formule en 1904 que je crois plus actuelle que jamais. Jaurès disait « La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. » Je crois qu'il faut avoir cette référence en tête quand on parle de laïcité, et j'y viens maintenant. On s'est reposé peut-être pendant très longtemps sur l'idée que la laïcité, on était pour, que c'était bien, qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, mais que c'était bien. Au fur et à mesure que l'on creuse, avant même les attentats de janvier, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne savent pas, ou pas bien. Ils sont perplexes, ils sont interrogatifs. Et donc, notre premier travail, avec celui des guides que j'évoquais tout à l'heure, est de donner des formulations aussi claires que possible. La laïcité, c'est un principe qui s'applique à l'ensemble de notre vie collective. C'est un ensemble de règles juridiques. Et de manière plus précise, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que la laïcité est une liberté. On l'oublie trop souvent. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion, pas si répandue à l'échelle de la planète. Et liberté aussi de manifester ses convictions religieuses dans l'espace public. Ses convictions même religieuses, dit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1792. Ça n'est donc pas, contrairement à ce que l'on dit parfois, une affaire privée, chez soi, dans ses lieux de culte. On peut, exactement comme on peut exprimer d'autres libertés. Au fond, la loi de 1905 garantit la liberté de conscience, à l'intérieur duquel il y a la liberté de religion pour ceux qui ont une religion, liberté de culte pour ceux qui veulent pratiquer un culte. Elle garantit cette liberté exactement comme les autres libertés. Liberté d'expression, liberté politique, liberté syndicale, la liberté religieuse, la liberté de croyance n'est pas ni mieux ni moins bien traitée que les autres libertés. C'est très important à le comprendre, de ne pas singulariser la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'elle connaît 2 limites, comme toutes les autres libertés. Elle peut aller jusqu'à l'endroit où elle porterait atteinte à la liberté d'autrui. Et elle peut aller jusqu'à l'endroit où elle troublerait l'ordre public. Voilà les règles qui s'appliquent pour les religions comme pour les autres formes de conviction, de manifestation, d'expression de la liberté. Premier principe, donc, liberté. Deuxième principe, égalité. Égalité dans le sens où il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de règles qui s'imposent comme une charia au-dessus des lois votées démocratiquement, pour ce qui est des lois qui régissent notre vie en commun. Ça ne veut pas dire que la laïcité est contre la religion, ça ne veut pas dire que la laïcité ignore les religions, mais ça veut dire que le domaine propre à la vie civile, à la vie publique, n'est pas déterminé par des considérations d'ordre religieux. Ça a comme conséquence la neutralité du service public, des agents, de ceux et celles qui l'incarnent, neutralité qui doit être absolue, et qui ne touche pas encore qu'à la religion. En principe, quand on est un agent public, y compris par exemple un enseignant, on ne doit pas manifester ni exprimer ses préférences politiques, idéologiques, syndicales, religieuses. Pourquoi? Parce que c'est la garantie qu'on ne favorisera pas tel ou tel parce qu'il est du même parti, de la même religion que vous. C'est pourquoi neutralité et indépendance sont liés et sont garants d'égalité. Troisième principe, nous avons évidemment des différences. Différences de croyances, différences d'origine, différences de couleur de peau, différences de centre d'intérêt. Ces différences sont une richesse, mais à une condition, c'est qu'elles soient rassemblées, intégrées, unifiées dans la citoyenneté. C'est-à-dire le fait que nous pouvons vivre avec nos différences, nous pouvons nous enrichir de nos différences, mais à condition de ne jamais oublier que nous sommes, avec nos différences, des citoyennes et des citoyens, tous et toutes à égalité de droits et de devoirs. On retrouve la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Quels sont les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sur cette laïcité?
Il y a un premier problème, bien sûr, qui est, je ne dirais pas l'islam en tant que tel, qui est la visibilité nettement plus grande de l'islam et d'ailleurs de quelques autres religions. On peut l'avoir aussi pour une part du côté par exemple des évangéliques, dans l'espace public, au sens large. Ça veut dire que je ne sais pas s'il y a plus de gens qui font le ramadan aujourd'hui qu'hier, en tout cas ils en parlent plus et on en parle plus. Par contre, je sais avec certitude, et chacun le constate, qu'il y a plus, voire nettement plus, de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes qui portent un foulard dans la rue. Il faut savoir que ça n'est pas interdit. Il faut savoir que la neutralité du service public s'applique aux agents du service public et pas aux usagers. Mais c'est pas la culture majoritaire en France. Ça peut choquer. Ça peut être vu par pas mal de gens comme un signe de subordination de la femme. Et ça entraîne souvent, pourquoi le cacher, une gêne. Pour autant, la question n'est pas, à mon avis, celle du foulard ou pas du foulard, la question est celle des comportements. Il faut toujours aller vers des facteurs objectifs. Est-ce qu'il y a des comportements qui gênent la liberté d'autrui, qui sont prosélytes, qui sont agressifs? Est-ce que des femmes sont victimes elles-mêmes de comportements agressifs ou prosélytes? Mais il y a une espèce de crispation autour du foulard. C'est très frappant de voir que la totalité des propositions de loi, de droite ou de gauche, qui sont sur les bureaux de l'Assemblée du Sénat, qui n'ont pas encore été examinées, sauf une récemment, portent sur des interdictions nouvelles, donc une voie quand même différente de ce principe de liberté que j'évoquais au début, que toutes ces interdictions visent en fait la religion musulmane et dans la religion musulmane le port du foulard. Interdiction du foulard à l'université. Nous allons rendre un avis sur ce sujet. Interdiction du foulard dans les entreprises. Interdiction du foulard pour les usagers des services publics. Interdiction du foulard pour les mamans accompagnatrices de sortie scolaire. Le danger énorme de ces mesures qui ne sont pas nécessaires, c'est qu'en fait, sans forcément le vouloir ou s'en rendre compte, on donnerait raison à Daesh, puisque on discriminerait nos compatriotes musulmans parce qu'ils et elles sont musulmans, non pas parce qu'ils ont des comportements contraires à la laïcité. Là, ils doivent obéir aux mêmes lois que les autres. Et donc, par ces propositions de loi, je le dis avec force et solennité, d'où qu'elles viennent, de quelque parti qu'elles viennent, on contribuerait à la division des Françaises et des Français entre eux. On contribuerait à ce que recherchent précisément les terroristes. Cela dit, il y a derrière cela un problème d'identité. Là encore, il ne faut pas se cacher. Ce problème a parfois été, à mon avis, très mal posé. Quand on dit identité nationale et immigration, ça veut dire qu'on considère a priori que l'immigration est une menace pour l'identité nationale. Mais il y a un problème d'identité, avant même et au-delà des questions de religion et d'islam. Quelle est la France aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la France? Quelle est l'identité de la France? Dans un monde globalisé, est-ce que les politiques peuvent encore quelque chose face à la puissance de la globalisation? Est-ce que les politiques nationales peuvent quelque chose devant une Europe qui est critiquée, qui ne répond pas aux espoirs mis en elle? Et donc il faut que nous arrivions ensemble, là où nous sommes, dans nos cercles de réflexion, dans nos formations associatives, politiques, et que les leaders politiques arrivent aussi à dire quelque chose de la France. Le premier point, c'est de parler de l'histoire, des racines. Fameux débat sur les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, au moment des discussions européennes en particulier. Il me semble que une lecture sérieuse de l'histoire, qui n'a pas besoin d'être érudite, donne des réponses assez simples. Évidemment que nous avons des racines chrétiennes, en France et en Europe. Évidemment qu'elles sont importantes. Mais nous n'avons pas que des racines chrétiennes. Nous avons aussi des racines grecques, la démocratie, des racines de Rome, le droit, des racines musulmanes, des techniques que nous ne connaissions pas au Moyen-Âge, le retrouver, la pensée grecque, des racines qui viennent des Lumières, des philosophes, des libres penseurs. Donc nos racines, c'est tout cela à la fois. Il n'y a pas de raison d'en exclure une. Mais il faut le dire, il faut le reconnaître dans notre diversité. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble, comme disait Renan, c'est que nous voulons être ensemble. C'est que nous voulons privilégier ce qui nous rassemble par rapport à ce qui nous sépare, ce qui nous unit par rapport à ce qui nous divise. Et nous pratiquons donc aussi la fraternité, d'où l'importance des mouvements qui se font jour depuis longtemps
interreligieux au-delà, interconvictionnel, comme on dit, pour associer les non-croyants, pour manifester cette volonté de vivre ensemble, malgré, avec nos différences. Et puis, bien sûr, il y a une question de projet pour la France à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on espère? C'est l'enjeu le plus noble du débat politique, notamment à l'occasion des élections présidentielles prochaines. Mais cette quête d'identité, cette interrogation sur l'identité, à un moment où on n'a pas d'espoir, notamment pour les jeunes, se heurte à une autre quête d'identité, qui est spécifique à nos compatriotes, concitoyens de culture musulmane, de religion musulmane. Qu'est-ce que c'est être français et musulman? Est-ce que je suis pleinement reconnu ou est-ce que j'ai toujours à me justifier du terrorisme commis par certains au nom de l'islam? Et je crois que le port du foulard, qui a des raisons très variables, la pression familiale, la pression sociale, est assez souvent une affirmation d'identité. Je suis française et musulmane. Je respecte les règles de la République, mais je suis musulmane et je l'affiche, parce que mon identité autrement n'est pas reconnue. Donc vous voyez ce débat dans une société d'incertitude, de défiance, sur les questions de l'identité qu'il faut avoir présent à l'esprit. Quelles sont nos recommandations? Et j'en terminerai par ce point. D'abord, bien avant les événements de janvier, nous avons appelé, nous appelons à un gigantesque effort de formation, d'information et de pédagogie pour dire ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. Pour les citoyens, pour les élus, pour les fonctionnaires, pour les managers, pour les syndicalistes, pour les juges. Cet effort commence dans des proportions importantes. J'étais ce matin à une formation de formateurs de 4 jours pour les acteurs de la politique de la ville et je fais pratiquement 1 ou 2 réunions de ce type par semaine. L'éducation nationale s'est engagée dans un gigantesque effort qui était nécessaire depuis quelques années. Donc ce mouvement est en marche, mais il prendra du temps. Et il faut savoir qu'il faudrait accélérer. Deuxième point, prendre les situations avec une certaine rigueur juridique et politique, et non pas en fonction d'émotions, de ressentis ou de calculs tactiques. C'est pourquoi nos guides, je le répète, disent quelle est la loi, quelle est la jurisprudence, quels sont les problèmes que l'on rencontre et qu'est-ce que nous paraissent être les bonnes pratiques sur chaque problème. Je vais prendre quelques exemples. Je n'ai pas été trop long, ça va? Non, ça va très bien. Je vais prendre, pour qu'on ait du temps pour le débat, je vais prendre quelques exemples, juste pour mettre quelques repères, quelques cailloux pour la discussion, sachant que vous pourrez évidemment aborder tous les sujets que vous souhaitez. On dit souvent en France, il faut des lois, il faut régler les problèmes par la loi, ce que je crois est une profonde erreur. J'ai été pendant longtemps député. On a une manie législative considérable qui aboutit souvent à compliquer les choses, à ne pas avoir appliqué les lois. Contentons-nous d'appliquer la loi de 1905, qui est une loi sage, une loi d'équilibre, une loi de compromis au bon sens du terme, de la connaître et de l'appliquer. Mais on me disait, mais quand même dans le train, dans le RER, dans le métro, il y a quand même des hommes qui refusent d'être contrôlés par une femme. Il faut une loi pour interdire ça. Non, il ne faut pas de loi. Il faut une amende pour ne pas présenter son titre de transport. Il y a des autres qui me disent, il y a des femmes mères à qui un employé ne veut pas serrer la main, il faut une loi pour ça. Non, il ne faut pas une loi, il faut une procédure disciplinaire. En tout cas, avec les garanties d'une procédure disciplinaire. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça qui peuvent se traiter, pas toujours facilement, il y a des conflits bien entendu, mais sur lesquels les réponses de principe sont assez évidentes. Alors il y a des sujets qui défrayent la chronique. J'évoquais tout à l'heure les crèches de la nativité. Il y a aussi des bases juridiques précises, mais qu'il faut interpréter. C'est vrai qu'il y a une difficulté juridique. C'est l'article 28 de la loi de 1905 qui proscrit pour l'avenir, c'est-à-dire après 1905, la position dans un lieu public, pas seulement dans une mairie, de tout signe ou emblème à caractère religieux, à l'exclusion des expositions. Qu'est-ce que c'est qu'un signe ou emblème à caractère religieux? Est-ce qu'une crèche de la nativité est par nature un signe ou emblème religieux? Nous avons dit à l'Observatoire qu'il fallait... D'abord, Aristide Briand, le rapporteur de la loi, avait prévu cette difficulté. Il avait dit que tout ne pouvait pas être réglé par la loi, qu'il faudrait faire preuve d'un peu de bon sens et de tolérance, qui malheureusement n'est pas forcément la vertu la plus répandue aujourd'hui en France. Et donc il y aurait des difficultés d'interprétation. Donc nous avons dit qu'il faut apprécier
dans les circonstances, c'est-à-dire quel est le caractère qui est donné, quelle est la tradition. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont j'ai été longtemps l'élu, ou en Languedoc, il me paraît évident que la crèche a un caractère culturel autant que religieux. Dans le village où je vais, qui est devenu la maison de famille en Haute-Provence, dans l'église même, il y a une crèche gigantesque, faite par 2 employés communaux. La nativité est toute petite, l'espace est occupé par des santons qui représentent les personnes du village, et par les santons historiques de Provence. Même dans l'église, cette crèche a aussi un caractère culturel. Alors évidemment, on s'est enflammé. Pourquoi maintenant? Je n'en sais rien, parce qu'on est dans une période de tension et de conflit, des recours, des débats, souvent virulents, comme à Béziers. Et les tribunaux administratifs ont pris des positions différentes, sans doute parce que les circonstances étaient différentes. Donc, là aussi, laissons le temps à la jurisprudence au niveau de l'appel et du Conseil d'État de trancher. Mais on est dans un danger. L'Association des maires de France, avec le respect que j'ai et pour l'association et pour les maires, qui sont le cœur de la démocratie, le cœur vivant de la démocratie, qui font une tâche très difficile et très importante à notre époque, j'ai été maire moi-même, a cru utile, c'est sa liberté, de recommander une loi pour interdire les crèches dans les bâtiments publics ou même, je crois, dans les espaces publics. J'étais la semaine dernière dans mes Alpes de Haute-Provence, j'ai vu la presse, tous les élus de la région, de tout bord politique, hurlent. Est-ce que c'était nécessaire de déclencher ce conflit supplémentaire? Dans le même ordre d'idée, il y a les cantines scolaires. Là aussi, connaître le droit d'abord. Ce que nous disons dans notre guide à l'Observatoire sur la gestion de la laïcité dans les collectivités locales, c'est d'abord qu'il n'y a pas de loi. Qu'une commune, on ne le sait pas toujours, n'est pas obligée d'organiser une cantine scolaire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un service public facultatif et qu'il n'y a donc pas de règles juridiques qui s'imposent à la commune. Notre conseil, appuyé sur l'examen de la pratique, est très simple. Offrez du choix. Le choix, c'est meilleur pour la santé. Ça permet de répondre aux demandes des végétariens qui ne veulent pas manger de viande. Et ça permet de répondre aux gens qui, aux enfants, pour des raisons religieuses, ne veulent pas manger de viande de porc. Sans séparer et sans discriminer les uns et les autres. Nous déconseillons vivement, ça existe en France, de servir des repas halal ou kasher. Pas seulement pour des raisons de principe, mais pour des raisons, encore une fois, du vivre ensemble. Dans les écoles où cela existe, qui ne sont pas très nombreuses, sauf en Alsace, justement, vous avez pour des raisons pratiques de distribution des repas. La table des halal, la table des kasher et la table des normaux, entre guillemets, ou la table des porcs et la table des sans-porcs. Ce qui peut permettre de faciliter des petites rixes à la cour de récréation. Or, le repas, c'est quelque chose qui se prend ensemble. Le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Et nous recommandons vivement, en dehors même des cantines scolaires, dans les cantines administratives, dans les cantines d'entreprise, que les repas soient pris ensemble dans les centres sociaux et partagés. Ça marchait bien dans beaucoup de communes de France, parfois depuis longtemps, jusqu'à ce que, entre les 2 tours des élections départementales récentes, le maire de Chalon-sur-Saône, qui se trouve en plus, ceci explique peut-être cela, le rapporteur du Vadémécum des maires de France, décide de mettre brusquement un terme à la pratique qui était dans sa commune, qui était précisément d'offrir du choix, en disant c'est une atteinte insupportable à la laïcité, revenant sur une pratique qui existait depuis 1984, une des plus anciennes peut-être de France, à l'initiative de M. Perben, ancien ministre, garde des Sceaux, appartenant au même parti politique que l'actuel maire de Chalon-sur-Saône. Et donc le débat s'est de nouveau enflammé sur cette question des cantines scolaires, alors qu'il était réglé de manière satisfaisante dans beaucoup de cas. Dernier débat qui ressort, la question des parents qui accompagnent les sorties scolaires. Par parents, on entend maman, et par maman, on entend des mamans qui portent le foulard. Là encore, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui trouvent que c'est une scandaleuse atteinte à la laïcité. Toujours la même démarche. Que dit le droit? Le défenseur des droits, justement, a interrogé, voilà quelque temps, le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, ces parents n'étaient pas dans une charge d'une mission de service public. On dit souvent collaborateurs occasionnels du service public pour des raisons d'assurance. Mais ils disent qu'il n'y a pas de catégorie juridique, et donc ils et elles ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité. À partir de là, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, c'était juste après l'avis du Conseil d'État, dans son audition
devant l'Observatoire de la laïcité, a dit « J'applique l'avis du Conseil d'État. La règle doit être que des parents accompagnateurs, notamment des mamans accompagnatrices scolaires, peuvent accompagner les sorties scolaires. La règle, l'exception étant prosélytisme, conflit, tension, difficulté d'organisation du service. » Un certain nombre d'élus ne veulent pas de cette règle, donc demandent une loi. Des établissements scolaires sont en difficulté parce que certains, parmi les enseignants, les CPE, trouvent que c'est pas bien. On peut trouver ce qu'on veut. Quand on est fonctionnaire ou élu de la République, comme citoyen, on doit appliquer les règles fixées soit par la loi, soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de cassation. J'ajoute qu'en plus, c'est à l'évidence un facteur d'intégration dans des quartiers difficiles, pour des mamans en difficulté, et en plus, qui ne sont pas forcément de la religion dominante. La volonté de faire quelque chose pour l'école est une formidable volonté intégratrice qu'il ne faudrait pas briser. Voilà. Je vous ai donné quelques exemples de cas litigieux, de cas conflictuels. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été impressionné par votre écoute et je vous donne la parole. Voilà, c'était très très dense. Vous avez quelques minutes pour intégrer toute cette richesse de propos et après faire des remarques, des commentaires, des questions. Vous êtes libre. Oui. Vous vous présentez peut-être, Patrick. Le micro arrive. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Géron. Merci de cet éclairage. J'ai rencontré il y a peu de temps à Lyon, l'Institut catholique de Lyon. Il y a un département qui travaille sur le fait religieux et en particulier met en place des formations pour les grandes entreprises ou même pour des agents des services administratifs régionaux. Est-ce que actuellement il y a des universités ou des écoles laïques qui font la même chose en France? Des formations. Oui, de plus en plus. Encore une fois, y compris l'Institut catholique de Paris, y compris la faculté de théologie de Strasbourg, donc pas seulement des établissements universitaires au sens classique et strictement laïque du terme. Ces formations se multiplient. Il y a beaucoup de choses en formation continue aussi, à l'initiative soit de certains ministères, soit même du ministère de la fonction publique, soit du ministère de la Ville, je l'évoquais tout à l'heure, et beaucoup de travail aussi fait à l'intérieur de l'Éducation nationale, ainsi que dans les entreprises. Moi, j'ai participé à plusieurs séminaires au niveau du MEDEF, et il y a un travail qui est fait avec les DRH, sachant que la difficulté est surtout dans les petites entreprises, où les repères n'existent pas, on n'a pas de service juridique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grandes difficultés, ou des difficultés aussi dans les grandes entreprises, mais elles se sont souvent dotées de chartes, de règles et d'une formation. Cet effort à la fois universitaire, y compris d'ailleurs pour des diplômes universitaires sur les formations à la laïcité et à la République, qui peuvent s'adresser aussi à des religieux et notamment à des imams, mais pas seulement. Pardon. Jacqueline Westerkamp de Marly-le-Roi et protestante, connaît bien ce lieu. Nous étions le lendemain des attentats, le samedi matin, à un rassemblement régional de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. De toute la région Île-de-France, on était naturellement moins nombreux que prévu, mais enfin nous avons entendu Guy Coq qui nous a parlé de la fraternité. Alors c'est pour ça que j'ai tilté sur ce mot que vous avez employé, et je ne sais pas si Philippe. Bon. C'est quoi la question? Il y a une question, je sais pas. Quelle était vous vouliez attirer l'attention sur la fraternité ou vous aviez une question, madame? C'était un témoignage ici. Vous avez raison, enfin, parce que l'une des choses les plus importantes que nous pouvons, je dirais que nous devons faire avec nos convictions, nos croyances et comme citoyens, c'est de développer cette fraternité par des actions que nous menons ensemble. Moi, j'ai appelé avec d'autres organisations à une semaine de la fraternité. Il y a des initiatives qui se prennent, qui sont très importantes, pour constater ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, pour s'expliquer sur nos différences et pour mieux se connaître. Donc je crois que c'est capital, surtout dans l'époque que nous vivons.
Xavier Gouraud. Il y a actuellement, et concernant l'islam, certains problèmes comme la formation des imams, comme la construction de mosquées, comme la représentation de la communauté musulmane vis-à-vis des pouvoirs publics, qui sont des questions qui se posent, et certains disent, pour les faire avancer, ou pour les faire avancer plus vite, il serait peut-être bon de faire une entorse à la laïcité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'en respectant la laïcité, on pourrait faire avancer ces questions au bon rythme? Alors, sur les 3 questions d'ailleurs que vous avez posées, la formation des imams, la représentation des musulmans et la construction de mosquées. Sur la formation des imams, je crois vraiment que dans une république laïque, c'est pas à l'État de s'en mêler, si ce n'est ce qu'en tout cas nous avons fait à l'Observatoire, de recommander, de nous dire qu'il semblerait utile qu'il y ait des facultés d'islamologie, d'islamologue et d'enseignement, qui est le niveau et le rayonnement de quelques grandes facultés, universités protestantes et catholiques, pour qu'il y ait une vision moderne, vivante de l'islam. Mais c'est l'affaire des musulmans eux-mêmes. Simplement, nous avons recommandé, et le ministre de l'Intérieur est en train de mettre en place, des accords, 2 types d'accords. Les premiers, on a un certain nombre d'imams qui viennent de l'étranger, notamment du Maghreb, et donc Bernard Cazeneuve veut passer 2 accords, l'un avec l'Algérie, l'autre avec le Maroc, pour qu'il y ait une formation en français, au français, à la langue française, et à la République et à la laïcité. De la même manière, il y a les diplômes universitaires dont je parlais tout à l'heure, qui connaissent un certain succès. La représentation des musulmans, du culte musulman, n'est pas simple, à la fois parce que la notion de hiérarchie d'Église, même s'il y a des différences entre les sunnites, les chiites et les salafistes, n'est pas tout à fait la même que dans les autres religions, parce que c'est une religion qui n'est pas très ancienne en France, même si elle est ancienne à Mayotte, par exemple, qui est la première mosquée de France, première historiquement. Et donc, les ministres de l'Intérieur successifs, de gauche et de droite, ont essayé de trouver une structure. La droite a créé le Conseil français du culte musulman, et je crois qu'elle a eu raison de le faire. C'est une instance qui a le mérite d'exister, qui prend des positions souvent intéressantes et de plus en plus dans ces derniers temps, mais qui souffre de plusieurs difficultés. C'est en fait des fédérations de mosquées. Ils ne sont pas vraiment très reconnus par une partie des musulmans, et notamment par une partie des jeunes, qui du coup peuvent être plus soumis à des tentations de forme plus radicales de l'islam. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a essayé et a demandé au préfet, dans chaque département, de repérer des gens, plutôt de la société civile, qui pourraient élargir la base représentative du CFCM, et on me dit que ça donnait des résultats intéressants. Moi j'en ai vu certains qui sont des croyants ou des non-croyants, mais de culture musulmane, même quand ils sont non-croyants, et qui permet d'élargir un peu la base. Il souffre aussi d'un autre handicap, c'est qu'historiquement, c'est un match entre l'Algérie et le Maroc pour savoir qui aura la main mise sur le Conseil français du culte musulman. Et ça, c'est évidemment très regrettable. N'empêche que ils ont pris des positions à plusieurs reprises intéressantes, encore récemment. Ils servent d'instance de dialogue. Ils parlent plus haut et plus fort depuis quelque temps. Ils ont par exemple dit qu'en 2004, quand il y a eu la loi, j'aurais dû le mentionner, qui est une exception à la laïcité, puisqu'elle prévoit pour les élèves des écoles publiques l'interdiction de signes religieux ostensibles, plus ostentatoires, ostensibles. Ce sont des usagers, les élèves. Et donc là, on leur impose la neutralité. Le Conseil français du culte musulman, comme d'autres, était contre. Une fois que la loi a été votée, il a recommandé de l'appliquer, parce que c'est la loi de la République. Deuxième exemple, ils ont fait un texte il y a un peu plus d'1 an, dans lequel ils ont dit d'abord que la burqa n'était pas une prescription de l'islam, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Et ensuite, ce qui est un pas que je ne les aurais pas cru capables de franchir, que nul ne peut invoquer l'islam pour refuser que sa femme soit soignée par une personne de sexe masculin à l'hôpital. Et récemment, à l'occasion du prêche de ce vendredi ou du vendredi précédent, je ne sais plus, ils ont publié un très beau texte. Nous, musulmans de France, nous reconnaissons pleinement dans la République, qui est un texte exemplaire et qui, en principe, a dû être lu dans les 2400 lieux de culte. Donc, il joue un rôle tout à fait utile. Il y a aussi des imams
évidemment, qui sont particulièrement remarquables. L'imam de Bordeaux en est un exemple. Il y a aussi des intellectuels musulmans. Il y avait un grand intellectuel, malheureusement, qui est mort depuis quelques temps, il y a Mohamed Harkoun. Donc il y a des voix qui existent, qui peut-être ne se sont pas fait assez entendre, qui n'ont pas toujours intéressé les médias, mais qui là se font plus entendre. Ce qui est important pour nous tous, et notamment pour les Français, qui peuvent avoir une prévention, une crainte vis-à-vis de l'islam, de voir ces voix qui s'intègrent dans les lois de la République. Sur la construction des lieux de culte, c'est une très grande difficulté à laquelle je ne crois pas qu'il y ait de bonnes solutions. En 1905, vous le savez, le législateur a transféré le plus souvent aux communes la propriété des temples protestants, des églises, des chapelles existantes, montrant bien que c'était un élément patrimonial, un élément culturel, et pas seulement un lieu où on pratique son culte. Les devoirs des communes propriétaires, ils ne sont pas toujours faciles à remplir, ça coûte de l'argent, sont d'entretenir en bon état ces lieux, mais pour en maintenir le patrimoine, pas pour servir à des activités religieuses. Il y a de la jurisprudence là-dessus, par exemple sur la cathédrale de Fourvière, où certains avaient estimé que la commune n'aurait pas dû financer, je crois que c'est une espèce de téléphérique, funiculaire, qui va à la cathédrale, de manière à mon avis assez évidente. Le Conseil d'État a répondu que ça avait évidemment un intérêt local et touristique, pas seulement un intérêt religieux. Mais pour les musulmans, ils ont un grand retard de lieux de culte, avec des phénomènes qui sont à la fois choquants, qui peuvent préoccuper, de prières de rue. Le problème, c'est que la loi actuelle, qui a été faite depuis 1905, est compliquée et ambiguë. Elle prévoit des possibilités, qui sont au nombre de 3. La première, c'est que une mairie peut souscrire avec une association cultuelle, donc ça peut être valable pour d'autres religions, mais évidemment, on pense à l'islam d'abord, un bail amphithéotique, qui peut être quelque chose d'intéressant pour l'équilibre financier de la construction. La deuxième possibilité, qui est en principe réservée aux lieux de développement où il y a un développement urbain, c'est les garanties d'emprunt. La troisième possibilité, et là on est à la limite du byzantinisme, si j'ose dire, sans vouloir porter atteinte aux orthodoxes, on peut financer des parties culturelles de lieux cultuels. Exemple, une librairie à côté d'une mosquée, s'il n'y a que des ouvrages musulmans ou coraniques, non. S'il y a des ouvrages de philosophie générale, c'est possible. Donc tout ça est compliqué, est un peu hypocrite, mais en même temps, quelle est la solution ? Le Sénat, s'est penché là-dessus, a fait une étude il y a 5 ou 6 mois, en envisageant les 3 solutions. La solution laïque pure et dure, qui est prônée par certains, laïcistes, qui dit arrêtons ces manières de contourner, puisque d'une manière ou d'une autre, soit par le bail, les garanties d'emprunt, vous subventionnez des religions, ce qui est proscrit par le 1905. La version exactement opposée, une version libérale au sens de liberté. Débloquons un peu les choses, ne serait-ce que pour que l'islam puisse rattraper son retard historique. La première solution me paraît ridicule. La seconde est très difficile à pratiquer et je pense déclencherait de très très grands conflits. Et la bonne nouvelle que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que malgré cette législation compliquée et ambiguë, il y a beaucoup de lieux de culte qui ont été multipliés par 2 en 5 ans. Alors c'est pas forcément des mosquées, ça peut être des appartements décents qui se sont installés. Donc finalement, l'islam est en train de rattraper son retard dans des conditions certes un peu compliquées et obscures, mais encore une fois, dans le climat en plus actuel. Le Sénat concluait, toutes tendances politiques confondues, comme je le fais, la solution actuelle est sans doute la moins mauvaise. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis retraité, j'ai 70 ans, d'origine asiatique, eurasien, et les aléas m'ont fait naître au Sénégal parce que mon père s'est évadé des camps allemands. Votre discours est dense, m'a plu, mais j'ai l'impression que c'est sans espoir. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, quand on parle de laïcité, donc on parle des religions, il faudrait faire une exégèse des différentes religions. J'ai le texte de Maïmonide dans le livre des Égarés, où il traite les Noirs et les Turcs de personnes entre le singe et l'homme. Dans les misvot,
connaissez, je crois, peut-être que vous êtes protestant. Non. Non, moi, franc-maçon. Je suis agnostique. Ça se demande pas. Dans les mises-votes, la 187e mise-vote positive dit « Tu extermineras les 7 peuples de Canaan ». Donc comment on peut faire coexister, ou dans l'islam vous avez la taqiyya, comment vous pouvez faire exister différentes doctrines qui ont de tels antagonismes? Deuxième point, l'identité. Aujourd'hui, toutes les élites, évidemment, pour calmer le bouillonnement qu'il y a en France, essayent de pratiquer le vivre ensemble, mais l'identité est d'abord quelque chose d'essentiel. Il y a 2500 ans, c'était un des fondements de la pensée de Confucius. Être en soi, l'identité. Et quand vous niez l'identité des peuples, les peuples se débarrassent de leurs élites. Et ça, c'est très dangereux. Et ça a toujours été depuis 2500 ans dans la culture chinoise. Mon neveu, qui est au Centre de recherche et développement de PSA à Shanghai, le bureau de recherche a reçu une lettre. Il y a trop d'étrangers désormais ici. Vous devez diminuer de temps d'étrangers. Partez. 6 mois. Quand vous allez en Asie, lorsque vous arrivez, par exemple à Taïwan où j'ai vécu et travaillé, vous devez avoir votre billet de retour. C'est une illusion. La France, c'est très beau. Je veux dire, j'adore de la façon dont vous parlez. J'ai connu des énarques, donc je vois que la pratique de la langue précise, concise qu'ils ont. Mais en fait, c'est une illusion. Même gosse en Afrique, quand j'allais à l'école à 10 ans, je recevais des cages, 6 mois, parce qu'au Sénégal, on ne prononce pas le che. Ça m'a obligé à réfléchir, et ça m'a ouvert, j'étais dans une école religieuse, ça m'a ouvert au marxisme. J'ai compris ce qu'était la démarche marxiste, le matérialisme. Mais nous sommes à des stades de développement différents. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais vous aviez société primitive, société esclavagiste, société féodale, société capitaliste, ensuite socialisme, et Marx ajoute communisme, et le passage de l'une à l'autre étape est faite par les exacerbations des contradictions internes. Donc aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté que vous avez, je crois qu'on va dans l'impasse. Je peux continuer? Ah non, attendez. S'il y a une question précise, il y a des questions, en fait. Oui. Oui. Bon, non, je vais déjà essayer de répondre à vos deux affirmations. Attendez. Je voudrais ne pas laisser cette intervention sans réponse, comme toutes les autres, elle mérite une réponse. Certes, je suis énarque, mais je suis bien autre chose. Et ce qui a forgé mon identité, c'est une recherche farouche de la justice, et c'est aussi un militantisme de terrain. Je suis d'abord un militant. J'ai milité dans des associations de quartier. J'ai milité dans des associations d'insertion. J'ai milité comme militant politique aussi. Donc le discours que je tiens n'est pas... En plus, je suis ingénieur au départ, ce qui m'a sans doute plus marqué dans ma manière de penser, de réfléchir, l'enseignement des sciences, que les formations de type énarque que je ne récuse pas par ailleurs. Mais c'est pour vous dire qu'on a des identités multiples. Et c'est ça la clé. On ne peut pas réduire aucun être humain à une seule facteur d'identité, qui soit ethnique, religieuse ou autre. C'est précisément ça qui fait la réalité de nos sociétés. Il n'y a pas besoin, en tout cas dans une société laïque, dans un pays laïque, de faire l'exégèse des textes. C'est l'affaire des croyants, c'est l'affaire des scientifiques. Ce qui compte, c'est comment on se comporte. Est-ce qu'on respecte les autres? Est-ce qu'on respecte la liberté des autres ou pas? Qu'on soit croyant ou pas croyant. Il y a dans les religions, mais je ne vais pas me faire historien ou sociologue des religions, je dirais le pire et le meilleur. On peut le dire probablement de toutes les religions. Une espérance, une manière de transcendance, une manière de nous appeler à nous dépasser. Et puis des textes historiquement datés. Après tout, on a connu aussi en France des guerres de religion d'une rare violence, et les protestants sont bien placés pour le savoir. C'est d'ailleurs pas un hasard historique si dans les Lumières,
puis dans la loi de 1905, il y avait essentiellement deux séries d'individus, des francs-maçons et des protestants. Donc il n'y a pas besoin de faire d'exégèse, il y a besoin d'appliquer la règle commune. Et ce qui se passe en Chine ou ailleurs est sérieux, grave. Je suis moi un grand défenseur de la cause tibétaine, donc pas bien vu en Chine. Donc je sais à peu près ce qu'est la réalité chinoise, mais notre problème c'est la France, d'abord. Ça n'empêche pas d'être solidaire des peuples en difficulté, ça n'empêche pas d'essayer de défendre la liberté partout dans le monde. Et dans la France, c'est pas un message que je dis pour essayer d'y croire, c'est parce que j'y crois. C'est parce que je vois tous les jours des hommes et des femmes qui sont attachés à se vivre ensemble, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, qui veulent absolument vivre ensemble, qui le prouvent d'ailleurs dans des actions militantes et citoyennes. Donc je ne décris pas un État que je souhaite, je décris quelque chose qui me paraît possible, pas garanti, mais possible en France aujourd'hui, si nous le voulons, si nous sommes nous les acteurs de ce vivre ensemble. Dans la Bible aussi, justement. Si je peux me permettre, il faudrait peut-être aussi un peu simplifier. Parce que comme d'habitude, on parle des trains, malheureusement, c'est vrai, au propre, au figuré, qui n'arrivent pas à l'heure, qui ne marchent pas comme il faut, etc. Mais il est certain, j'en ai fait l'expérience, que la plupart des gens qui pratiquent une religion, qui se convertissent le cas échéant, ne se posent pas toutes ces questions. Ils font une rencontre avec Dieu, un Dieu, ils reconnaissent, je connais un certain nombre de musulmans qui me disent tous, ton Dieu, le mien, c'est exactement la même chose. Moi, quelquefois, je voulais prier pour ces personnes musulmanes, j'avais du mal. Je ne savais pas à quel Dieu m'adresser. Ça m'a rassuré comme observation, oui, c'est le même. Et puis, quelquefois, c'est mon fils qui s'est converti, et il n'est pas du tout. Et quand il s'est converti, en fait, c'est un peu le problème de l'islam. C'est qu'on adopte une religion et un mode d'emploi. Il faut reconnaître que c'est aussi un mode d'emploi. Maintenant, on peut l'adapter. Il y a des possibilités Il y a effectivement écrémé des choses qui ne sont pas du tout dans le Coran, ni nulle part ailleurs. Le Coran étant très proche dans un certain nombre de déroulements de la Bible, hein, tout simplement, il y a le personnage, etc. Donc, il n'y a pas besoin de... Mais la plupart des gens adoptent une religion ou restent dans une religion que leurs parents leur ont léguée ou apprise, parce qu'ils s'y sentent bien. Ils ne se demandent pas s'ils sont fréquentables, pas fréquentables, etc. Et puis un moment arrive, des choses qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la religion. C'est une lutte pour le pouvoir, c'est une lutte pour l'argent. Daesh, l'islamiste, Al-Qaïda, etc., etc. Au départ, admis, tout ce que vous voulez. C'est pas des questions de... C'est un habillage, la religion. C'est pas du tout des conflits, ce sont pas du tout des conflits religieux. Alors, restons simples, apprenons d'abord les bons mots. Je veux un petit peu poursuivre avec moi, les bons mots. Parce qu'on a un problème de vocabulaire. Alors, apprenons le bon lexique, le bon... Parce que laïcité, je suis totalement d'accord avec la personne qui a posé une question sur la laïcité tout à l'heure. Sauf en tant qu'il s'agissait de définir le domaine d'intervention de l'État. Mais ce n'est pas un problème de laïcité. Construire une mosquée, ils ne peuvent pas construire des mosquées parce qu'on ne leur a encore pas permis de construire. Ça n'a absolument rien à voir avec la laïcité, avec ceci, avec cela. Tout peut se résoudre au civil, il n'y a pas besoin d'aller devant un tribunal administratif, sauf effectivement pour un permis de construire, mais tout peut se réduire avec des règles qu'on a déjà. Quel que soit droit fiscal, droit pénal, droit civil, procédure, on a tout. Mais simplement, il faut apprendre à s'en servir. Et simplement, c'est pas la peine d'aller chercher un conflit, un ceci, un cela, quand il n'y en a pas.
Je vous remercie, mais je ne crois pas avoir dit des choses très différentes de vous. Non, au contraire. En disant qu'il n'y a pas besoin de loi nouvelle, il y a besoin de se respecter, et la plupart des gens pratiquent en effet leur religion en France, quelle qu'elle soit, de manière pacifique et sans faire obstacle à la fraternité. Non, mais non, ça rejoint. J'explique simplement que votre propos, avec vos mots et à votre manière, n'est pas très loin de ce que je disais avec mes mots et à ma manière. Aujourd'hui et demain, c'est quand même aussi à travers la jeunesse, à travers tout l'accompagnement des jeunes dans le milieu scolaire, de la connaissance de l'autre. Le rapport de Régis Debray sur le fait religieux à l'école, aujourd'hui, c'est quand même un grand point d'interrogation. C'est quand même peut-être le sujet qui ferait peut-être l'objet d'une nouvelle réflexion. Comment, dans l'avenir, on peut mettre dans les programmes des enseignements sur l'histoire du fait religieux, l'histoire des religions, pour qu'il y ait une ouverture et une acceptation de l'autre différent. Alors, il y a des expériences, il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas du tout généralisées. Comment vous envisagez, au niveau de l'Observatoire, dans ce domaine, de pouvoir, je pense que travailler avec l'Éducation nationale, vous êtes au courant de ça, bien sûr, mais quelles sont un peu les perspectives? Alors, détrompez-vous, il y a depuis 7 rentrées scolaires, il y a, comme vous disiez, il y a des choses qui se faisaient intéressantes et assez répandues, par exemple en cours d'histoire. Mais il y a depuis cette année un programme, un parcours sur l'enseignement du fait religieux à travers différentes disciplines, suivant les étages de l'enseignement, l'histoire à différentes étapes, parfois les arts plastiques, la philosophie à une certaine classe. Et il y a vraiment un travail tout à fait remarquable qui a été fait de pédagogie, de formation, avec des suggestions, des exemples, des manières de faire. Pour l'essentiel, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, et ce que recommandait Régis Debray, et qui est d'ailleurs assez largement partagé. On n'a que trop tardé à le mettre en place, c'est de distinguer ce qui sont les faits historiquement connus, ce qui sont les croyances et ce qui sont les préjugés. Et c'est vrai que c'est important qu'on soit croyant ou pas, ou le jour où on aura à choisir, ou qu'on soit d'une famille croyante ou pas, que l'on connaisse. Et beaucoup, aujourd'hui, de jeunes ne connaissent pas, et notamment de jeunes de culture musulmane. Et des non-musulmans ont une vision caricaturale de l'islam à cause des dérives que l'on connaît. Donc c'est un enjeu fondamental, nous l'avons recommandé, et ça se met en place sérieusement, me semble-t-il, cette année, mais notre travail sera aussi, au bout d'un an, de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais là, on a passé un cap. C'est la question que j'avais envie de poser, parce que le rapport de Régis Debray, je crois que c'est 2002, ça fait quand même 13 ans, et on le lit, ce qui pêche, c'est la formation absolument nécessaire des enseignants, de chacun dans sa discipline, et est-ce que là, il y a vraiment une avancée? Oui, il y a une formation qui est organisée par les systèmes dits de MOOC, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un parcours individuel sur Internet, avec une sorte de cahier de cours à vous. Vous pouvez réagir et échanger avec d'autres enseignants qui se forment ou avec des formateurs. Vous avez des rencontres sur Internet de chat et vous avez des rencontres physiques pour échanger. Donc, encore une fois, ça démarre, c'est tout récent, mais l'aspect formation sur un programme qui s'appelle Magistère est vraiment tout à fait remarquable. Nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Mais évidemment, la dimension de formation, comme d'ailleurs à la laïcité. Il y a maintenant des référents laïcité dans toutes les académies. Il y a une formation de formateurs qui a été lancée avant même le mois de janvier. Et l'objectif, nous dit le ministère, qui me paraît très ambitieux, mais j'espère qu'ils le tiendront, c'est 300 000 enseignants formés sur ces questions d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment en train, sur ces deux domaines, de franchir un cap avec des bons programmes, des programmes qui me paraissent judicieux et qui sont faits par des bons experts. En 2005,
on a commémoré le centenaire de la loi de séparation entre l'Église et l'État. Et je me souviens, à l'époque, notamment du côté protestant, il y avait des voix qui demandaient quelques adaptations techniques plutôt. Hein. Mais du côté politique, on n'était pas très chaud. Parce que, disait-on, si on réveille cette loi et la problématique, on ne sait pas si ça ne va pas déborder. Bon. Et finalement, on n'a rien fait de particulier. Les années suivantes montrent donc que c'est une loi qui peut facilement provoquer des problèmes. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est une question de curiosité que je veux vous poser. Je crois savoir que cette loi a été votée le 9 décembre. Et je crois savoir aussi que certaines personnes ont proposé de faire la fête de la laïcité le 9 décembre. C'est vous, pas? Alors je trouve que c'est une idée... Je suis juste avant le 8 décembre, c'est-à-dire que les catholiques auraient l'Immaculée Conception, et puis les laïcistes, la fête de la laïcité. Est-ce que c'est une idée sérieuse ou pas pour le mettre en pratique et tout un peu bizarre? Voilà. Alors d'abord sur le premier point, moi je crois exactement le contraire de ce que vous dites. C'est-à-dire que la laïcité permet de régler des problèmes et n'en pose pas, sauf si elle est mal comprise et mal acceptée. Du côté des églises, je suis surpris de ce que vous dites parce que nous auditionnons chaque année les représentants des cultes, des principales obédiences maçonniques et des mouvements d'éducation populaire, et je n'ai pas entendu de la part des églises protestantes de demande de modification de la loi de 1905 dans les 3 années, en plus je les vois régulièrement, nous avons procédé... Pardon ? Bobéro ne représente pas les églises protestantes. Bobéro est critique sur la loi de 2004, sur laquelle il s'est abstenu. Il était dans la commission Stasi, c'est un grand expert, extrêmement intéressant. Il trouve qu'on a eu... Enfin, il s'interroge, est-ce qu'on n'a pas eu tort d'aller au-delà de la neutralité pour le service public en allant à la neutralité pour les élèves. Mais les églises en tant que telles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais y compris les églises protestantes, ne demandent rien de tel. Alors, une fête de la laïcité, ce serait croire que la laïcité est une religion. Ça n'est pas, ça ne doit pas être, ça n'est pas une religion. C'est des règles qui permettent de pratiquer la religion. Par contre, que l'on fasse une journée de réflexion autour de la laïcité le 9 décembre, ce qui se fait déjà dans pas mal d'endroits, c'est utile. Qu'on se dise, tiens, c'est l'anniversaire d'une loi, pourquoi elle a été faite, quel problème on a aujourd'hui. Mais nous avons recommandé qu'on fasse une journée de discussion, de réflexion, ce qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits, surtout pas une fête comme on avait les fêtes de l'être suprême, on n'aura pas de fête de la laïcité. Dans l'Union européenne, est-ce que la laïcité telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est définie par la loi de 1905, est-ce que nous sommes une exception, la France, ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui font quelque chose de similaire, de peu différent? Alors, je vais venir à l'Europe ensuite, il y a un certain nombre de pays non négligeables qui pratiquent sans avoir le mot laïcité des principes communs, notamment en termes de liberté. Liberté de conviction, liberté religieuse, liberté de culte, sans avoir le mot laïcité. Il y a des pays dont la constitution comporte le mot laïcité. La pratique n'est pas forcément la même que la nôtre. Les Turcs, par exemple, surtout en ce moment, ne me semblent pas sur la voie des origines, qui était d'être le premier État qui s'est proclamé laïque. La Belgique a une laïcité différente de la nôtre, c'est que c'est une conviction qui est financée et qui a sa place. Donc vous avez les églises et la laïcité côte à côte, si je puis dire, ce qui n'est pas la conception française. Au niveau européen, je constate sans vouloir, comme trop souvent nous le faisons, dire nous sommes les meilleurs, les plus beaux, les qu'à faire comme nous, un intérêt que j'ai vu, y compris en Angleterre, en Allemagne,
à vrai dire plutôt en Prusse qu'en Bavière, pour des raisons qui tiennent peut-être aux origines historiques, culturelles et religieuses de ces deux territoires. Même en Pologne, où j'ai eu des discussions intéressantes sur la laïcité avec un provincial des Jésuites. Dans le tiers-monde, j'ai des Kurdes et des Irakiens, Kurdes et Irakiens, qui me disent on voudrait faire un observatoire de la laïcité. J'ai des Tunisiens qui veulent en faire un aussi. Alors c'est vrai que c'est des pays francophones et de culture française. Donc il y a un intérêt, non pas forcément sous la forme française, mais pour se dire trouver un équilibre entre des règles de vivre ensemble et les libertés. Cela dit, je crois que nous devons mieux l'expliquer. La laïcité française est attaquée, souvent de mauvaise foi. Il y a deux types d'attaques. Les attaques qui viennent du monde anglo-saxon, c'est-à-dire en français normal des Anglais et des Américains, et des attaques qui viennent d'une partie du monde arabo-musulman. Chaque fois que nous prenons une mesure qui peut être critiquée par certains, alors on nous dit vous faites de l'anti-musulman ou de l'islamophobie. Ça c'est du côté du monde arabo-musulman, mais c'est souvent quand on regarde de près, ça rejoint une remarque que monsieur faisait tout à l'heure, un enjeu de bataille interne, de bataille politique et de bataille entre différentes visions du rôle de l'islam dans la société, par exemple algérienne, mais c'est vrai dans d'autres pays. Du côté anglais et américain, c'est vrai qu'ils ont une autre conception que nous, que le président prête serment sur la Bible, qu'en Angleterre, on ne peut pas être Premier ministre si on n'est pas anglican, enfin en théorie. C'est fini, mais enfin ça a été le cas pendant longtemps, qu'on met sur le dollar In God We Trust, qu'ils ont des pratiques différentes des nôtres, que les sectes, c'est une variété d'églises. Donc régulièrement, le Congrès en particulier nous épingle. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau européen, pour compléter ma réponse, nous sommes signataires, comme beaucoup d'autres pays, pas seulement dans l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous soumet donc et qui donne la possibilité à des citoyens qui s'estiment discriminés, lésés à raison de leurs opinions, notamment religieuses, de porter un recours. Et la Cour européenne des droits de l'homme a validé, bien que la laïcité ne soit pas dans le texte de la Convention européenne, et la loi de 2004 proscrivant les signes religieux, ostensibles à l'école publique, et la loi de 2010 sur l'interdiction de dissimuler son visage en public. Et ce qui est très intéressant, je reste un instant là-dessus si vous permettez, c'est que le gouvernement de l'époque a pris comme fondement à la loi l'ordre public, en disant c'est une question de sécurité. On aurait pu philosophiquement dire c'est une question de laïcité, d'égalité homme-femme. Juridiquement, le terrain de l'ordre public était plus solide. La Cour européenne des droits de l'homme a manifestement eu un gros débat sur ce sujet. Il s'est monté à l'Assemblée plénière. Visiblement, il y avait des désaccords. Elle a finalement validé la loi, mais par un raisonnement qui me paraît... J'ai été conseiller d'État dans une vie antérieure, donc juridiquement audacieux, mais politiquement très opportune. Elle a d'abord dit, elle a balayé d'un revers la main l'argument de l'ordre public et de la sécurité. Si quelqu'un dissimule son visage, pas besoin d'une loi pour lui dire de soumettre un contrôle d'identité, en gros. Mais surtout, elle a validé la loi sur le fondement du fait que pour la France, ne pas dissimuler son visage en public était un élément du vivre ensemble. Et je trouve ce raisonnement extrêmement intéressant, audacieux parce qu'il n'y a rien dans les textes qui le disent, mais extrêmement intéressant pour d'autres réflexions sur la laïcité. Un peu dans cette dynamique-là, quel regard vous portez sur l'obligation de neutralité pour les élèves dans les établissements scolaires? Finalement, 2004, il y a un certain recul. Est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que ça a modifié véritablement les choses, alors qu'on a une jeunesse qui, globalement, n'est pas à une certaine ouverture, quand même, dans le respect de différences culturelles, cultuelles. Voilà, on a fait tout un énorme débat, il y a eu une quantité de circulaires, ministère de l'Éducation sur ces questions-là. Quel regard vous portez un peu Alors, d'abord, vous le savez, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais dû dire, la laïcité, ça a été quand même la loi de 1905, puis les débats dans la société française, beaucoup entre l'Église catholique, les écoles privées dites libres, confessionnelles. Il y a eu la loi Debré de 58, il y a eu les batailles des années 80, et à partir de 1989, la fameuse affaire du foulard de Creil, où un proviseur a exclu une élève qui portait le foulard, c'est devenu un problème autour de l'islam, en tout cas de certaines pratiques liées à l'islam. Moi, j'étais pendant quelque temps sur la position qui était d'ailleurs celle du Conseil d'État avant la loi de 2004 et du gouvernement de l'époque,
en disant essayons de régler le problème au cas par cas, discutons-en. Le fait est que les conflits se sont multipliés, que j'ai participé à une commission d'enquête parlementaire avant la commission Stasi à laquelle appartenait Jean Boubéraud, dont on parlait tout à l'heure, donc avant la loi de 2004, commission présidée par Jean-Louis Debré, à l'époque président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Et nous nous sommes rendus compte par des témoignages précis d'enseignants et de chefs d'établissement qu'il y avait une véritable offensive. Autrement dit, c'était pas une crise d'adolescence ou un choix libre, c'était des gens organisés, structurés, des avocats connaissant parfaitement le droit qui voulaient enfoncer un coin. Donc moi j'ai voté comme parlementaire cette loi. Le bilan, puisque c'est notre travail aussi de faire le bilan, est un bilan extrêmement positif. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu de contentieux depuis très longtemps. Je dis très longtemps parce que je ne suis pas remonté assez loin dans le temps. Qui nous remonte de l'éducation nationale, et là-dessus, même si c'est un peu sous-estimé, peut-être, parce qu'il y a des cas dont on ne parle pas, où on fait des accommodements, il y a 10, 20, 30 cas chaque année, qui se règlent dans la quasi-totalité des cas par le dialogue. Voilà. Cela dit, c'est vrai que des jeunes, et pas forcément musulmans, parce qu'ils ont peut-être un esprit de tolérance et d'ouverture, dans des débats comme celui-là, quand ils viennent, des lycéens, des lycéennes, s'interrogent sur cette loi, et pas seulement des gens de religion musulmane. Mais le bilan est incontestablement très positif, d'autant que ce que je vois, ce que nous observons, c'est que c'est rentré dans les habitudes. On pose son foulard en entrant dans l'école, et on le remet après, comme on met une tenue de sport quand on va faire du sport. C'est rentrer dans des habitudes, même s'il y a des tentatives de contournement avec les robes longues qui donnent lieu à des conflits un peu compliqués, sur lesquels, là encore, l'éducation nationale recommande de discuter. Parce qu'après tout, on peut mettre une robe longue pour des raisons d'élégance et pas forcément pour affirmer une identité religieuse. Il y a une question ici. Oui, dans l'université, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'université des signes ostentatoires du foulard? Ostensible. Alors, je parle en mon nom personnel, sans préjugés, puisque nous aurons à en délibérer. Nous avons reporté ça après les élections régionales pour que nos avis ne soient pas instrumentalisés dans le débat des régionales, ce qui d'ailleurs pose quelques problèmes pour le 9 décembre, qui se trouve entre les deux tours des régionales. Donc on va faire un colloque scientifique avec le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour éviter tout ce qui pourrait être un parti pris dans la campagne. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons auditionné l'ensemble des syndicats, la totalité des syndicats, étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif. Nous avons envoyé un questionnaire à l'ensemble des universités et aussi aux établissements dépendants des universités comme les IUT, sur lesquels nous avons eu un bon taux de retour. Je crois 40 sur 120, ce qui est dans un questionnaire de ce genre-là est très bien, en disant est-ce que vous avez des problèmes sur la laïcité, sur la gestion du fait religieux, fréquents, pas fréquents, lesquels, comment vous les traitez. Il résulte en tout cas de l'audition des syndicats que pas un ne dit qu'il y a des problèmes graves. Pas un ne nous dit qu'il faut interdire par la loi le port du foulard à l'université, sauf peut-être l'UNI qui est un peu ambigu dans son positionnement. Et il ressort de nos constatations qu'il y a assez peu de problèmes, et qu'il peut y avoir des problèmes d'appropriation de salles à des fins religieuses, qu'il peut y avoir des problèmes de subventionnement d'associations qui ont des pratiques radicales. Les incidents autour du port de signes religieux, notamment du foulard, à notre connaissance, n'ont pas été le cas jusqu'ici, en tout cas c'est pas remonté dans nos questionnaires, dans nos auditions, d'hommes ou de femmes, en l'occurrence de femmes, qui aient perturbé les cours en refusant un cours au nom de la religion musulmane par exemple, ou d'une autre d'ailleurs au nom du créationnisme, ou en portant une attitude agressive à travers un signe religieux. Les 5, 6, 7 incidents un peu connus sont tous dans l'autre sens. Des professeurs qui ne supportaient pas de voir dans leur amphithéâtre une jeune fille, une jeune femme avec un foulard. Donc professeurs qui méconnaissaient la loi. Donc il est certain que nous ne recommanderons pas, nous ferons des recommandations pratiques diverses, l'interdiction du foulard par la loi. Ce que je ne sais pas encore, ce que je sais que plusieurs collègues sont hésitants, c'est si on aura l'unanimité ou quelques contre et quelques abstentions. Mais voilà ce que sera notre avis.
Non, c'est Pierre Comtat. C'est juste une toute petite observation. J'ai beaucoup apprécié votre approche en recommandant de considérer l'histoire et en plus d'avoir du bon sens. Et ça m'a fait penser des personnes qui s'étranglent en voyant des femmes voilées et qui ne s'étranglent pas en voyant des religieuses catholiques ou des grands-mères ou nos grands-mères qui autrefois avaient des foulards. Vous avez raison. Dans les campagnes d'abord, dans la Méditerranée, quelle que soit la religion aussi, on disait même qu'une femme en cheveux, c'était pas très bien. Et on pourrait ajouter aux exemples que vous citez le chanoine Kir, maire de Dijon, qui portait sa soutane, ou l'abbé Pierre, qui portait sa soutane de l'Assemblée nationale, sans que cela dérange personne à l'époque. Et il faut en effet se le rappeler. J'ajoute, toujours pour l'histoire, que il y a eu des débats très intéressants autour de la 1905. Celles et ceux d'entre vous qui en ont l'envie, qui sont curieux, je vous invite à les relire. C'est de très grande qualité. Aristide Briand, entre autres, a fait un boulot absolument extraordinaire, par une loi, je le disais, qui est une loi de sagesse et d'équilibre. Et un des débats portait entre les laïcistes anti-religieux et les autres. Dans ce premier camp, il y avait Émile Combes et Maurice Allard, député du Var. Et la question de l'époque n'était pas celle du foulard. La question de l'époque, il fallait deux questions. Est-ce qu'on autorise ou pas les processions? Et est-ce qu'on autorise ou pas les curés avec des soutanes? La loi, à une assez grande majorité, a tranché pour le fait d'autoriser. Mais sur les soutanes des curés, l'argumentation de Briand, je pense, fait réfléchir. Il n'a pas employé un argument juridique ou philosophique. Il a dit à Maurice Allard, je ne sais jamais si c'est Émile Combes ou Maurice Allard, mais peu importe, si vous interdisez la soutane aux curés, ils seront assez malins pour trouver un autre signe distinctif. Et on ne va pas quand même se donner le ridicule de contrôler les vêtements en public. L'Observatoire de la laïcité émet des recommandations. Je voudrais savoir, une fois que ces recommandations sont données, comment est-ce que vous pouvez vérifier qu'elles influent sur les lois? Comment ça se passe presque techniquement, voilà. Oui, tout à fait. C'est notre travail, en effet, vous avez raison de soulever la question, de vérifier. Alors, d'abord, il y a des recommandations qui ne sont pas suivies, ou des recommandations sur lesquelles on n'a pas encore de retour. Elles sont assez souvent suivies. Je n'ai pas de statistiques, notamment par l'éducation nationale. Beaucoup de choses qui se font aujourd'hui correspondent à des choses que nous avons souhaité ou recommandées, donc nous évaluons à chaque fois. Par exemple, Vincent Payon avait introduit, c'était au début de notre mandat, une charte de la laïcité, qui doit être affichée dans les écoles publiques et qui est, dans des cas non négligeables, je n'ai pas de statistiques précises, affichée aussi dans un certain nombre d'établissements privés confessionnels. Donc notre travail a été de regarder comment ça se passait. Est-ce qu'elle est affichée, pas affichée? Est-ce que ça fonctionne pas? Comment les élèves se l'approprient? Et il y a beaucoup d'expériences intéressantes. Le bilan nous paraît globalement positif. Elle est bien rédigée, mais elle est difficile pour des jeunes enfants. Et par exemple, j'étais l'an dernier, le 9 décembre, avec Najat Vallaud-Belkacem et Bernard Cazeneuve dans une classe de CM2 de la Seine-Saint-Denis. Et la maîtresse avait pris un angle extrêmement intéressant. Deux questions. La première, c'est le respect. Respect des élèves entre eux, respect de la maîtresse. Et le second, c'est l'égalité garçon-fille. Alors, c'est pas des sujets laïcité au sens religion, mais c'est bien des sujets laïcité au sens vivre ensemble. Je disais tout à l'heure que sur l'enseignement laïque du fait religieux qui démarre, nous aurons aussi à l'évaluer. Chaque fois dans notre rapport annuel, nous disons quelle évaluation nous portons sur la mise en œuvre de nos recommandations, celles qui ne sont pas mises en œuvre, nous le rappelons, et celles qui nous paraissent bien, mal mises en œuvre. C'est au cœur de notre travail. Nous demandons des comptes rendus et nous faisons nos propres évaluations. Y compris par exemple sur la loi de 2004 dont je parlais tout à l'heure. Alors la loi de 2010, c'est pas un sujet directement laïcité, mais là aussi nous demandons chaque année à l'intérieur de la justice de nous dire comment ça se passe, combien de cas ils sont, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc de façon à remplir notre mission et mettre ces informations à la disposition de tout le monde. Hervé Bichon, d'abord Monsieur le Ministre, moi je voudrais vous féliciter parce que je suis très touché par la qualité de votre discours et notamment son souci d'équilibre
et dans un domaine qui est très inflammable, je crois qu'on peut le dire. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que la société française va, dans les temps qui viennent, affronter des tensions autour de ces questions de laïcité et en marge de tout ce que nous avons vécu de tragique il y a quelques jours, et aussi dans cette quête actuelle d'identité, de positionnement des uns et des autres vis-à-vis de toutes ces questions de société qui ressortent si fortement et de manière si tendue quand même, on le voit bien, dans le débat public. Oui, malgré mon optimisme, encore une fois, profond, sur les ressorts de la France, des Françaises et des Français, de la société française, de beaucoup d'acteurs, je pense que, je ne crains pas, je pense que nous allons vers des tensions croissantes. C'est ce que nous avons constaté déjà en 3 ans. On aurait pu espérer que les attentats du 11 janvier, du mois de janvier, oui, donc 7, 8, 9, auraient conduit à moins de tensions. C'est pas vrai. Il y a eu une recrudescence considérable des actes antisémites et des actes anti-musulmans, par exemple, plus quelques cas de cimetières chrétiens. On le sent bien, je le disais dans notre diagnostic, il n'est pas sûr qu'on ait beaucoup plus de cas, mais les gens sont crispés. Crispés de la part des gens qui ont des revendications à caractère religieux un peu radical, et crispés de la part des laïcistes qui se sentent agressés et ont une vision de la laïcité elle-même agressive. Et puis il y a plus profond les tensions en général de la société française, une société qui va mal objectivement, donc quand ça va mal, on se méfie les uns des autres, on se méfie du voisin, on se méfie quand on est vieux des jeunes, quand on est jeune des vieux, des gens qui n'ont pas la même couleur, etc., etc. Moi, je veux dire que j'étais très inquiet, rétrospectivement, c'était au moment de la qualification de la France pour, j'ai jamais si Coupe du Monde, championnat d'Europe de football, où la France a battu miraculeusement, miracle sportif, l'Ukraine. Le même jour, il y avait un match Algérie-Burkina Faso. L'Algérie a gagné. Sont descendus vers les Champs-Élysées des Algériens résidant en France, des Franco-Algériens, des Français d'origine algérienne, avec le drapeau algérien. Vous imaginez ce qui serait produit si la France avait perdu. On aurait eu des affrontements. Là, au contraire, on s'est rassemblés dans un grand sentiment de fraternité, bonne chance des Algériens, bonne chance des Français, et on est ensemble. Donc on est toujours à la merci de ce genre d'incident, y compris par exemple sur les mamans accompagnatrices, où il peut y avoir rencontre d'un islamisme radical et agressif qui cherche l'incident pour nous diviser, sans forcément être des terroristes, et de l'autre côté, des gens extrêmement rigides qui empêchent ce phénomène d'intégration. Donc je pense qu'on aura des risques. C'est pour ça aussi qu'il est tellement important de faire ce travail d'éducation, de formation, d'information et de fraternité. Je vais vous poser encore une question. Je crois que fin janvier, après le drame de début janvier, l'Observatoire a publié un avis avec 11 propositions. Est-ce que vous pouvez rapidement, concrètes, des propositions, nous les présenter? Parce que c'est vraiment, je pense, une tentative de réponse à toutes ces tensions qui grandissent dans notre société. Alors, j'ai pas la statistique exacte. La plupart d'entre elles ont été suivies des faits d'ailleurs. Il y avait cet effort de formation dont on a parlé avant, mais sur lequel on n'a rien insisté, et notamment dans l'éducation nationale. Et là-dessus, ça a été en effet suivi des faits. Il y avait l'appel à des formes d'organisation, de manifestation de fraternité, de vivre ensemble, de se parler, de garder l'élan qu'on avait constaté le 11 janvier. Il y avait les diplômes universitaires de formation à la laïcité également. Il y avait la formation des imams. Il y avait essayé d'élargir la représentativité du Conseil français du culte musulman, ce que le ministère de l'Intérieur a tenté. Je crois que c'était ça nos principales recommandations. J'arrive pas à retrouver les 11 là ce soir, mais elles sont sur notre site, à défaut que ma mémoire soit exacte. Elles ont été critiquées de la part du camp laïciste, en les estimant insuffisantes, pas assez agressives, dérisoires, mais elles ont été appréciées par la grande majorité des acteurs. Oui. On est toujours critiqués. Ouais, c'est libre. Patrick, il n'est pas là ce soir. Est-ce que vous
pouvez un peu nous éclairer sur l'idée qui sous-jacente aujourd'hui, de plus en plus, dans certains discours politiques sur le communautarisme en France. Parce que aujourd'hui, c'est quand même des discours qui sont porteurs, qui portent malheureusement dans la population. Et en plus, avec tout ce que nous avons vu comme événement tragique, ils ont une incidence très forte dans l'avenir. Et on voit poindre autour de nous des gens qui, malheureusement, s'interrogent de plus en plus sur cela, qui n'ont pas d'éclairage. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, vous avez raison, c'est une question importante. C'est vrai qu'il y a, là aussi, sans qu'on puisse totalement ni qualifier exactement, ni quantifier des communautaristes, des pressions communautaristes. C'est un sujet sur lequel nous avons demandé l'éclairage à un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé, qui commencent à travailler sur ces sujets-là, parce que il nous semble que tout communautarisme, ça dépend de ce qu'on appelle communautarisme, n'est pas forcément à rejeter. Il y a des communautés des Bretons de Paris, des joueurs de pétanque, des gens, des communautés religieuses de telle ou telle forme d'expression religieuse qui ne pose aucune espèce de problème. Et votre question rejoint une autre question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que c'est que l'islamisme radical ? Et comment, quand, où, pourquoi faut-il le combattre ? La réponse de base, mais je vais répondre de manière plus précise, c'est bien éducation, formation, connaissance, et non pas ignorance, y compris de sa propre religion ou de la religion qui est culturellement la sienne. On s'est interrogé sur qu'est-ce que c'est que l'islamisme radical, parce qu'au fond, il y a des formes intégristes, y compris chez les laïcs, mais dans toutes les religions, qui en soi ne sont pas, ça peut plaire ou pas plaire, mais ne sont pas condamnables par nature. Même fondamentalisme, ça fait partie d'une manière d'interpréter une parole religieuse, une tradition religieuse. Et au fond, la frontière, c'est quand ça porte atteinte au vivre ensemble, à la liberté des autres, agressivité verbale, éventuellement, physique parfois, prosélytisme. Et ça entraîne un équilibre assez délicat à trouver, dont je parlais tout à l'heure avec un chercheur avant de venir vous voir, qui a beaucoup travaillé avec Gilles Kepel et qui travaille actuellement sur des jeunes dits radicalisés. Et me disait, la grande difficulté dans laquelle on est, c'est qu'il y a un grignotage. Il y a des individus qui, par conviction, par faiblesse, parce qu'ils sont manipulés, adhèrent à. Et puis il y a un grignotage rampant, insidieux, d'enclaves dans certains quartiers. Et donc, si on les laisse faire, on crée une espèce de climat où il y a des contre-sociétés qui se font, et ça existe déjà depuis quelque temps. Si on les affronte, alors on peut renforcer le sentiment que les musulmans sont discriminés, qu'on leur en veut, qu'ils sont ségrégés. Donc la marge est étroite. Néanmoins, il y a des cas qui ne souffrent aucune discussion. Il y a des imams à qui on a interdit de rentrer en France, sous la droite comme sous la gauche, des imams qui ont été expulsés, il y a des mosquées qu'il faut sans doute fermer, il y a des associations cultuelles qu'il faut sans doute dissoudre, sachant que malheureusement le djihadiste se recrute en marge des mosquées sur Internet et pas directement par les mosquées. Il y a des interrogations que j'ai, sur lesquelles j'ai pas de certitude, j'en ai pas assez discuté avec mes collègues, avec des chercheurs, avec le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, qui est un de nos partenaires importants. C'est quand on a des sermons, comme il y a, alors je crois que c'était à Brest, oui, où par exemple on dit qu'on va devenir des singes si on écoute de la musique, ou bien on dit que la femme est profondément inférieure à l'homme, ou bien on dit qu'il ne faut pas manger de porc parce qu'on devient des cochons. Enfin, je crois que je ne change pas tellement les propos, outre le fait que c'est scandaleux. Est-ce que c'est des propos qui sont condamnables? Oui, si on les considère comme des appels à la haine et à la violence. Non, si on considère que c'est des formes que moi je qualifierais de presque délirantes de la religion. Donc la frontière est étroite. Et il faut qu'on regarde quels instruments on a, juridiquement, encore une fois, en appliquant le droit, avec fermeté, pour ne pas laisser le sentiment à Daesh, qui est derrière tout ça, aux caïds religieux, si j'ose dire, de certaines cités, qui sont en train de gagner du terrain. Mais en même temps, ne pas faire de l'ensemble des musulmans des victimes. Donc la frontière est étroite. Il faut à la fois de la fermeté et du discernement. Mais je crois, dans la stratégie de Daesh que je vous expliquais tout à l'heure, il y a le fait,
à la fois de grignoter des morceaux de territoire, au sens physique du terme, dans le monde entier d'ailleurs, et pas seulement en Syrie, en Irak, pour faire leur califat, et de provoquer des déchirements, voire des guerres civiles, des violences à l'intérieur. Donc on ne doit pas tomber dans le piège. Je crois que c'est possible. Encore une fois, il y a des cas flagrants d'expulsion, de fermeture, de condamnation pénale. Il y a des cas qui sont, j'appellerais, tangents, sur lesquels il faut qu'on travaille. Même chose d'ailleurs que les écoles coraniques, qui en soi, dans un régime de liberté, ne sont pas forcément répréhensibles, mais qui peuvent être le vecteur, non pas parce qu'on apprend le Coran à l'endroit à l'envers, de fabriquer des convictions qui peuvent être dangereuses. Et là aussi, il y a des interrogations. On peut considérer qu'elles ne remplissent pas forcément, qu'elles empêchent, si elles sont exclusives, de remplir l'obligation scolaire. On peut considérer qu'il y a des problèmes de sécurité. Il peut y avoir des propos qui sont tenus qui peuvent être répréhensibles. Donc il faut à la fois être très vigilant et très ferme, mais en même temps rigoureux, pour ne pas alimenter la propagande des extrémistes. Encore juste, tu vas derrière, puis après on va peut-être s'arrêter. D'accord. Oh non, ça va. Oh, ça va, oui. Ouais. Philippe Estercan. Dans la ligne de ce que vous venez de dire sur l'islamisme radical, est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller le langage qu'on utilise? C'est-à-dire que parler de djihadistes, c'est trop flou dans la mesure où le djihad, il y a je ne sais combien de formes de djihad, y compris le djihad du cœur qui correspond à une recherche personnelle. Donc le terme de djihadiste, je pense qu'il n'est pas approprié. Le terme de salafiste n'est probablement pas non plus vraiment approprié, dans la mesure où il existe au moins deux tendances dans les salafistes. Il y en a qui sont violents effectivement, mais il y en a qui ne le sont pas. Et donc, moi j'arrive à la conclusion, mais j'aimerais bien avoir la vôtre, que utiliser le mot de terroriste, c'est le seul qui convienne lorsqu'on veut parler de ce qui se passe à Daesh. Alors, vous avez raison, sans être un expert de l'islam, il y a plusieurs manières de djihad, ça peut être un effort personnel, etc. C'est vrai que les jeunes se qualifient eux-mêmes, en général, ou sont qualifiés par les gens de Daesh de djihadistes. Ce qui m'ennuie dans terroriste, c'est qu'on perd complètement la dimension qui est liée à Daesh, qui est liée à un projet géopolitique, qui est liée à l'organisation d'un ordre nouveau. Bon, certains, je crois que c'est Olivier Roy, parlaient de nihilistes. Les nihilistes russes, c'est autre chose aussi. Donc moi, j'oscille très franchement entre djihadistes et terroristes. Sur le salafisme, vous avez tout à fait raison. La majorité des salafistes français sont plutôt pacifiques et quiétistes, encore que leur corps de croyance est très proche du cœur de croyance des gens de Daesh, et encore que un des prédicateurs qu'on trouve sur Internet pour embrigader des gens parle des salafistes quiétistes en termes très positifs. Donc on est là sur une lisière. Et quand je parle avec des responsables de la communauté musulmane, localement, ou des imams, ils sont très préoccupés par les salafistes, parce que les salafistes, avec cette espèce de retour à leurs origines, retour aux sources, rigueur, à un pouvoir d'attraction qui en soi est simplement, si je puis dire, une forme fondamentaliste, peut-être archaïque, intégriste, mais dont on peut se demander si finalement ça ne constitue pas aussi un terreau sur lequel d'autres peuvent prospérer. Donc là, on est aussi à la frontière. Oui, bon. Allez, une dernière si vous voulez. Bon, ici, là. C'est la dernière. J'ai découvert récemment, comme tout le monde, donc il y avait des imams en France, même sur les sites musulmans, ils disent qui n'ont aucune formation, donc ils appellent eux-mêmes ça les imams internet, donc ils sont très attractifs. Est-ce que ces imams et imams internet étaient déjà connus moi j'ai découvert, mais est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'était connu du gouvernement? Est-ce que c'était... Oui, c'est connu depuis quelque temps. Un autre qui parle des imams Google, mais l'imam Internet est plus exact. C'est un des dangers qui a été repéré.
à la fois signalés, encore une fois, par la communauté musulmane, repérés également par les services de police, et combattus, comme d'ailleurs les sites qui incitent au terrorisme ou qui recrutent. Simplement, il y a eu pendant quelque temps un dilemme qui a été tranché avant les attentats du vendredi 13 novembre, c'est que avoir des sites comme ça permettait dans un travail de police de regarder qui se connectait et de remonter des filières. Il a malgré tout été décidé qu'il valait mieux les fermer, les interrompre, que ce soit qu'on demande aux fournisseurs d'accès de le faire ou qu'on le fasse par des moyens techniques. Donc c'est très étroitement surveillé parce que c'est un élément clé de la propagande de Daesh et de l'endoctrinement. Et ça a été fait en particulier très efficacement après le 13 novembre, où il y a, à ma connaissance, j'en parlais avec un policier, aucun site de revendicatif célébrant cet acte de bravoure qui a tenu sur Internet. Ils ont été tous éteints ou fermés, ce qui n'est pas inintéressant. Bon, je pense qu'on peut remercier Jean-Louis Bianco de tout ce qu'il nous a apporté. Et je vous recommande la lecture de ce petit livre, L'après Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou. Il a écrit en collaboration avec cette